18 heures. Aujourd'hui, on a le 8 février 2018. Le webinaire Revue technique des marchés peut commencer avec, comme d'habitude, notre invité star, Laurent Albide, président de l'AFAT. Bonsoir Laurent. Falco, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Bon, on a vu sur la dernière demi-heure, en fait, le marché, il a baissé un peu, Oui. tout petit peu. Donc, heureusement, on est là ce soir pour nous état tout ça très au frais, en fait. Est-ce qu'on dit ça en français, au frais? Non. Non, mais Non, pas du tout. on Non. va. Je ne sais pas comment on dit Falco. Au chaud non plus. Non, mais il fait froid dehors, donc on va commencer maintenant. J'espère que vous êtes bien devant vos écrans et on va commencer de regarder tout ça tout de suite avec Laurent et je vous donne l'écran à Laurent pour faire tout ça tout de suite. Allez. Tu le prends, voilà. Voilà, normalement, c'est bon. C'est bon, allons-y. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, on avait dit, souvenez-vous, la semaine dernière qu'on allait répondre à vos questions en direct. Alors, cette proposition reste toujours d'actualité. Ce que je vais vous demander, en revanche, c'est quand vous nous poserez des questions, de nous préciser l'horizon de temps qui vous intéresse, parce que vous l'avez compris, l'analyse n'est pas la même selon la temporalité étudiée. Et puis, si vous l'avez, le ticker qui va avec l'actif qui vous intéresse pour nous permettre d'aller plus vite. Voilà, alors en attendant donc vos questions, il y en a eu pas mal encore cette semaine. On vous remercie pour votre participation et toutes les questions très intéressantes que vous vous posez et que vous nous posez. Alors, on va commencer par regarder ensemble ce que fait le CAC 40. Vous le savez maintenant, on commence toujours l'examen de notre indice parisien en moyen terme et court terme. Il y a un scénario dont je vous ai parlé depuis plusieurs semaines en forme de wedge qui s'est concrétisé donc cette semaine. On va regarder ensemble ce que ça donne. Et puis, on va continuer également de regarder les niveaux de retracement de moyen et long terme sur le S&P pour essayer de comprendre où est-ce que le pullback actuel pourrait s'arrêter, quels sont les niveaux techniques et de FIBO qui pourraient inciter les acheteurs, les opérateurs à repasser donc à l'achat et à venir soutenir l'indice élargi américain. On a une question sur l'euro-dollar. On a passé pas mal de temps la semaine dernière, à examiner le dollar. Je vous ai dit que je m'attendais à une stabilisation de la baisse du dollar, voire un petit rebond. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On va retourner sur l'euro-dollar. Pour tous ceux que ça intéresse, on l'a étudié assez longuement il y a 15 jours, donc je vous invite à retourner voir le webinaire du 26 janvier. Et puis là encore, on va continuer notre analyse de l'eurodoll pour voir ce qui s'est passé depuis 15 jours et éventuellement regarder l'évolution possible sur les prochaines semaines. Le Brent également, on nous a posé une question, on va le regarder ensemble. Et puis le secteur automobile qui nous a été posé par Michel, je crois, de mémoire. On va regarder un petit peu ce qui se passe on va faire un focus sur le secteur auto et pièces détachées. À la fois en France avec Renault, Peugeot et Valeo, et puis en Allemagne avec Daimler et BMW. Et puis on va également regarder le secteur de consommation cyclique retail aux États-Unis avec Alibaba. Voilà donc pour le sommaire. Vous pouvez bien évidemment toujours profiter de la fenêtre de chat pour nous poser des questions au fur et à mesure que je déroulerai mes analyses. N'hésitez pas à écrire à Falco et puis on regardera ensemble ce que vous voulez savoir. Et je veux tout de suite citer une question d'Elisabeth qui nous pose la question: pensez-vous que le haut des marchés est fait et quand nous allons commencer la descente? Alors, sur quel horizon de temps, Elisabeth? Il faut toujours, de votre côté, il faut toujours nous préciser l'horizon de temps qui vous concerne, parce que la réponse à court terme n'est pas forcément la même
qu'à moyen long terme. Donc, si votre question c'est est-ce que je pense que le sommet de marché depuis le rallye qui a commencé en 2009 sur le S&P est fait, la réponse est non. Je crois qu'il va y avoir un travail de distribution, si c'est effectivement ce qui doit se passer. C'est-à-dire qu'on va revenir, à mon sens, à proximité du précédent sommet. On va peut-être pas le dépasser, peut-être le dépasser de manière marginale, mais on va mettre en forme quelque chose qui va nous montrer qu'il y a des opérateurs qui vont se délester graduellement de leurs actions. Mais penser que ça y est, on repart directement à la baisse à partir du point haut qui a été fait il y a une dizaine de jours, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, ça serait très étonnant. Donc, pour le moment, à court terme, on est sur un schéma, sur une séquence qui est baissière, mais il va y avoir de toutes les manières des réactions d'achat d'opérateurs qui pensent que les fondamentaux sont toujours intéressants, ils sont toujours positifs et que c'est toujours intéressant donc de se positionner sur les equities. Il va y avoir donc un travail d'arbitrage qui va être entamé et on devrait maintenant rentrer sur une consolidation de moyen terme, mais on ne devrait pas a priori continuer de baisser et ne plus aller retester au moins le précédent sommet. Je crois que c'était ça, hein, le sens de la question d'Elisabeth. Elisabeth a élargi sa question en disant dans toutes les unités de temps. Donc voilà. Je crois que la réponse était donnée par Laurent. Donc regardons le CAC, non? Oui, on peut regarder, on peut commencer par le CAC. Alors, ça fait plusieurs semaines que en horizon de temps hebdomadaire, je vous fais part de ma lecture possible avec, vous le voyez, ce biseau d'épuisement qui a été donc validé cette semaine. Alors, un biseau, un wedge, biseau d'épuisement, pour qu'il soit validé, il faut deux choses. Il faut premièrement que le support ascendant soit enfoncé. Vous le voyez, il a été de manière décisive cette semaine, en plus avec un gap, une espèce de petite variation de breakaway gap à la baisse, puisque en fait, on a gapé sous le support et sous l'oblique haussière qui, vous le voyez, a démarré l'été dernier. Et puis, il faut de la vitesse pour sortir du biseau. Et là, on l'a également, cette vitesse. Regardez le corps de la bougie hebdo actuelle. Il y a des positions vendeuses qui s'accumulent et qui font que pour le moment, on n'a pas de soutien de la part du marché. Alors, ce qu'il va falloir regarder, c'est où est-ce qu'on va clôturer demain vendredi en hebdo, parce qu'on est arrivé sur une zone de support possible avec cette moyenne mobile en 65 semaines exponentielle. C'est une zone de support dynamique qui, en général, fonctionne bien. Donc, on va voir si effectivement on a les opérateurs qui commencent à venir soutenir le CAC. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le retour va se faire donc sur le point d'origine du wedge, c'est-à-dire entre 5060, 5070 et 5000 points. Si on enfonce, excusez-moi, si on enfonce ce support à 5000 points, ça veut dire que la prochaine zone sera autour de 4800 points. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. On est simplement donc sur un marché qui consolide et qui devrait retourner donc vers le bas de la consolidation autour des 5000 points. Alors, quand on regarde le CAC à court terme, on voit que nous avons un croisement de moyenne mobile qui a eu lieu donc dans la baisse vertigineuse de ces derniers jours. On arrive à proximité du point d'ouverture qui, vous le voyez, était à 5100 points. On a rebondi pendant 2 jours et puis visiblement, on est en train de repartir à la baisse. Bon, il va falloir attendre de voir comment
Wall Street va clôturer ce soir. Pour le moment, on a des indices américains qui sont faibles. Il pourrait y avoir une réaction acheteuse en deuxième partie de séance entre 14 et 16 heures, c'est-à-dire entre 20 heures et 22 heures, heure de Paris. Si ce n'est pas le cas, alors on repartira donc vers de nouveaux plus bas. Et sur le CAC à court terme, on est donc dans un mouvement qui, a priori, reste impulsif à la baisse et qui pourrait aller retester cette zone entre 5035 et 5085. Vous voyez, c'est cette zone de support ici qui est une zone importante. Si on la casse, ça veut dire qu'on sort de toute cette zone d'incertitude, cette zone de neutralité où on était dans une tendance plate, et on ira retourner, vous voyez, vers les 4840, voire un petit peu plus bas, les 4760, toute cette zone ici. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que la séance d'aujourd'hui est un petit peu décevante. On avait cette zone de support qui a été, comme on l'a vu tout à l'heure, gapée. Et on est venu la tester par le bas. Et regardez, hein, ça s'est vraiment joué au point près. On est venu sur 5270 et puis on repart à la baisse. C'est vraiment demain que tout va se jouer. Soit on a eu une journée de vente aujourd'hui, mais demain, on refait un contre-pied et on retente de repartir à la hausse, soit effectivement les acheteurs ont lâché prise et dans ce cas-là, c'est les vendeurs qui ont le contrôle des échanges et qui vont ramener le CAC sur des niveaux plus bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC ce soir. Ce qui est vraiment important, c'est quand on se met en weekly, c'est la validation donc de cette figure de retournement possible. Qui présage rien de bon, en tout cas aucun potentiel haussier, ça vous l'avez compris. La question c'est de savoir est-ce qu'on reste dans cet espace de consolidation de moyen terme ou est-ce qu'au contraire on va avoir une tendance qui se retourne. Ok. Pas de questions? Non, il y a Hubert qui demande s'il y a un peu de temps de régal à Sanofi et Patrick qui dit voilà, hausse de VIX. Donc, oui, bon, on regardera tout à l'heure. D'accord. Alors, on va passer maintenant sur le S&P, puisque je vous montre depuis maintenant 3 semaines, depuis que la correction a commencé, les mêmes graphiques pour essayer de comprendre s'il doit y avoir des acheteurs, où est-ce qu'ils pourraient se manifester. Alors, ça, c'est le graphique du S&P à long terme, c'est-à-dire toute la dernière impulsion démarrée début 2016. On a un S&P qui a progressé d'environ 57% sur cette période et bien évidemment, hein, les marchés, ça corrige, donc on est en plein dedans actuellement. Donc, jusqu'où on pourrait baisser? En rouge, vous avez les niveaux de retracement à partir de la dernière jambe de hausse, c'est-à-dire depuis l'été dernier. Et puis, en vert, vous avez les niveaux de retracement depuis 2016. Alors, si on regarde d'abord le long terme, on voit que on est encore très loin du 38% de retracement. Alors, je vous rappelle que les niveaux de retracement de Fibonacci, c'est 38%, 50% et 62%. 38% de retracement depuis le début 2016, ça veut dire que le marché pourrait corriger jusqu'à 2460 points. C'est ce niveau qui, par ailleurs, regardez, est une zone, puisque on a eu cette petite zone de résistance que le marché n'a pas réussi à dépasser du premier coup, et puis on l'a dépassé, et puis vous le voyez, cette zone de résistance est devenue support, donc le 38%, il est un petit peu en dessous, à 2462 points. Ça, c'est le 38% de toute la hausse depuis 24 mois. Sur un horizon de temps plus court, on voit qu'on est allé chercher le 62%. Alors, 62% de quoi? 62% depuis donc la dernière impulsion haussière qui a démarré donc au mois d'août. 62%, c'est le niveau à ne pas enfoncer pour pouvoir conserver un biais haussier neutre sur un marché. Si on enfonce 62%, alors ça veut dire qu'on a de fortes chances de tout retracer et de revenir sur le point d'origine. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important.
Quand un marché retrace de 38%, il y a de fortes chances, si le niveau à 38% fonctionne et que le marché repart à la hausse, qu'il fasse un nouveau sommet. Quand le marché retrace de 50%, on est sur un doute entre la capacité du marché à faire un nouveau sommet ou à faire un sommet équivalent. Quand en revanche, on retrace 62%, les probabilités de faire un nouveau sommet sont très minces. Autrement dit, à moyen terme, c'est-à-dire depuis le début du rallye en août, eh bien, le fait qu'on soit retourné sur cette zone à 2593 points me laisse penser que nous n'irons pas, dans un premier temps en tout cas, vraisemblablement aller chercher beaucoup plus haut que 2850 points. Retracer de 62%, ça veut dire qu'on va aller au mieux rechercher le précédent sommet. Et puis après, derrière, il y aura peut-être la formation d'une figure technique, peut-être qu'un triangle va se former, peut-être qu'il va y avoir donc une période d'accumulation qui va se faire sur plusieurs mois avant de repartir durablement à la hausse. En tout cas, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, pour tous ceux qui veulent rentrer à l'achat sur le S&P, même si ce soir, ce n'est pas tellement d'actualité, mais imaginons que sur le S&P, on est sur le niveau actuel, la construction d'un petit double creux, et puis qu'il soit validé, qu'on le dépasse, qu'on dépasse la ligne de coût et qu'on reparte à la hausse, mais en tout état de cause, il ne faudra pas aller chercher plus haut que 2850 dans un premier temps. Voilà ce qu'on peut dire sur le S&P et les niveaux de retracement. Donc, à moyen terme, c'est-à-dire depuis août, il faudrait il faudrait que les acheteurs arrivent à défendre ce niveau à 2593 pour espérer retourner sur le précédent sommet. Si on casse ce niveau en clôture d'ici demain soir et de manière significative, alors ça veut dire qu'on va descendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire vraisemblablement aller chercher les 2550, voire plus bas même 2460, le fameux 38% de long terme depuis le début 2016. Et si on va le chercher, alors il y aura vraisemblablement des opérateurs de long terme qui se positionneront à l'achat. Et là, on verra bien jusqu'où ils seront capables de propulser les cours à la hausse. En tout cas, la brutalité de la baisse ces derniers jours n'est pas de bon augure et on rentre, à mon sens, dans une période maintenant de consolidation qui devrait durer non pas plusieurs semaines, mais sans doute plusieurs mois avant d'avoir peut-être un nouvel élan haussier s'il doit arriver. Donc, il y a Hervé qui se pose la question, S&P à 2400. Oui, c'est une possibilité. Même si je pense que avant d'aller à 2400, on devrait quand même avoir une première réaction haussière. Regardez, on pourrait tout à fait, pour ceux qui aiment Elliott, avoir une première patte baissière, une vague A. Ensuite, on pourrait avoir une vague B corrective. C'est le rebond que j'anticipe s'il doit avoir lieu. Et puis derrière, on ferait une vague C qui irait peut-être chercher 2450, 2400 points. Mais on ne devrait pas, a priori, ça serait vraiment très, très étonnant, mais tout est possible sur les marchés, mais on ne devrait pas continuer de baisser en ligne droite, Hervé, vers 2400. Il devrait y avoir à un moment une réaction de contre-tendance. Maintenant, Hervé m'écrit, Falco, c'est surtout le VIX. Laurent, est-ce que c'est surtout le VIX? Alors, ce qui s'est passé sur le VIX, c'est l'indice, ce que les médias appellent l'indice de la peur. Là aussi, on en a parlé la semaine dernière du VIX. Et si vous retournez sur le webinaire de jeudi dernier, je vous disais que le VIX ne devait pas dépasser les 16 points pour ne pas signaler une correction beaucoup plus profonde. Le VIX, il est monté à 50 en cours de séance et puis il a clôturé à 33. C'est manifestement un retour de la volatilité. Alors, le VIX, c'est un indice qui mesure la volatilité que les opérateurs
attendent sur les actions qui constituent le S&P pour les 30 prochains jours. C'est la volatilité qu'ils attendent, pas la volatilité historique. On parle donc de volatilité implicite. C'est une formule qui est assez compliquée à comprendre, mais qui va prendre en compte finalement le prix des options sur les actions du S&P, avec notamment le prix des puts, et qui, si vous le comprenez bien, les opérateurs se couvrent, le prix des puts va monter, et ça va donc faire monter le VIX. Alors, le VIX, c'est vrai qu'il est monté à 33. Il faut quand même essayer de garder la tête froide, parce que la période sur laquelle il était ces derniers mois, le niveau sur lequel il était sur la période de ces 12 derniers mois, autour de 10, est un niveau tout à fait anormal. La moyenne historique du VIX se situe autour de 22. Donc vous voyez qu'à 33, on n'est pas non plus sur des zones stratosphériques. Donc c'est pour ça également que je vous montre ce graphique depuis 2016, pour vous donner un petit peu de perspective et vous expliquer, vous réexpliquer que cette montée des marchés, notamment aux États-Unis, et notamment depuis l'élection de Donald Trump, sans aucune volatilité, sans aucun pullback, n'était pas quelque chose d'habituel. Et là, en fait, on revient sur un fonctionnement beaucoup plus classique de repli, de pullback. Et encore une fois, faire ce repli dans ce mouvement d'ensemble de 24 mois, vous voyez bien que c'est encore très mesuré. Donc, c'est vrai que la semaine a été un petit peu mouvementée, mais il ne faut pas se laisser subjuguer par ces émotions. C'est tout à fait normal que les marchés corrigent. Et d'ailleurs, c'est salutaire. C'est-à-dire que des marchés qui montent sans corriger deviennent extrêmement vulnérables. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est l'expression de cette vulnérabilité. Donc, pour que les marchés puissent continuer de progresser de manière durable en 2018, il faut qu'il y ait à un moment des prises de bénéfices et qu'on retourne sur des zones qui vont être, en tout cas, par les opérateurs de long terme, être considérées comme des zones d'achat intéressantes et qui vont pouvoir donc fournir un support solide. C'est pour ça que ce niveau à 2460, si on devait enfoncer ce niveau à 2600 points, est très important parce que 38% des 24 derniers mois, ça commence à être une zone qui devrait attirer, si le consensus est toujours acheteur, mais pour le moment, je ne vois pas d'éléments qui pourraient durablement changer le consensus. Il y a toujours un appétit pour les actifs risqués. Donc, à mon sens, on devrait avoir un soutien du marché plus bas. Peut-être pas 2400 points, mais en tout cas 2460, c'est une zone à partir de laquelle on devrait avoir des acheteurs qui se regroupent. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à autre chose. Et cette semaine, on a eu beaucoup de questions sur le secteur automobile, à croire que vous vous êtes donné le mot, puisque c'est venu un petit peu de partout. Le secteur automobile vous a beaucoup intéressé, à en croire vos emails. Donc, plutôt que de regarder dans un premier temps les différentes valeurs sur lesquelles vous nous interrogez, ben, j'ai décidé de regarder le secteur automobile dans son ensemble pour vous donner là encore un petit peu de perspective. Alors, plusieurs choses à dire sur le graphe que vous avez à l'écran. La première, c'est que on est remonté jusqu'à 2013 pour vous donner un petit peu donc d'historique et vous permettre de comprendre ce qui s'est passé sur ce secteur depuis 5 ans, depuis 4 ans. Deuxième chose, vous avez en haut le graphique du secteur et puis vous avez en bas la performance du secteur face au Stoxx 600. Et c'est intéressant parce que la force relative, on en a beaucoup parlé lors des webinaires précédents, montre si en fait les investisseurs privilégient ou pas un certain secteur par rapport à d'autres. Alors on va regarder ensemble, dans un premier temps,
ces deux charts et on va regarder donc le secteur automobile and parts sur le prix. Donc, première constatation, alors, ce sont des bougies hebdomadaires. Depuis mai 2016, on voit que le secteur est dans une phase ascendante, caractérisée par des sommets et des creux qui le sont également. Deuxième observation, nous arrivons à proximité d'une zone de résistance importante qui avait été marquée en 2015 et on voit que les prix sont venus tester à quelques points près ce niveau de résistance. Après le test de cette zone de vente, le marché ici a reflué. Pour autant, il est toujours au-dessus de cette oblique haussière. Autrement dit, on est toujours dans une dynamique favorable pour le secteur automobile. Alors, on voit que depuis 3 semaines, on est dans une phase corrective et on voit que l'oblique haussière passe à proximité d'une zone de support. Ça veut dire que ce niveau qui est à 600 points sur les secteurs automobiles ne doit pas être enfoncé pour qu'on puisse conserver un biais haussier de moyen terme. Donc, sur le secteur lui-même, nous sommes sur une tendance haussière qui est actuellement interrompue par une correction intermédiaire. Celle-ci ne devrait pas enfoncer le niveau à 600 points pour que nous puissions conserver un avis favorable et positif sur le secteur. Quand on regarde maintenant la force relative du secteur auto face aux 600 plus grosses capitalisations européennes de l'Union européenne, donc ça inclut la zone euro, mais également les autres pays tels que la Suisse, l'Angleterre, donc c'est multi-devises, eh bien nous voyons que pendant toute la période de mi-2015 à mi-2017, le ratio est neutre, il est plat. On le voit assez bien d'ailleurs avec ces moyennes mobiles qui étaient haussières et qui sont devenues plates et qui s'entremêlent. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand le ratio est plat? Ça veut dire que le secteur, puisque c'est ça qu'on étudie, performe de la même manière que le reste du marché. Quand vous avez un ratio qui monte, ça veut dire que le sous-jacent que vous étudiez va plus vite à la hausse. Et quand vous avez un ratio qui baisse, ça veut dire que le sous-jacent sous-performe. Alors là, vous le voyez assez bien, on est sur un secteur auto qui performe autant que le reste du marché. Alors, dans un marché haussier, si vous avez un ratio qui baisse, cela signifie que votre sous-jacent, en l'occurrence le secteur auto, monte, mais il monte moins vite. C'est pour ça que le ratio baisse. Dans un marché baissier, lorsque le ratio monte, cela signifie que votre sous-jacent baisse moins vite que le reste du marché. Donc, il faut bien comprendre quelle est la signification du ratio. Ça ne veut pas dire qu'un marché va baisser ou monter, ça veut simplement dire qu'il baisse ou qu'il monte moins vite ou plus vite que le benchmark par lequel vous le divisez. Alors, quand vous avez compris ça, vous voyez que depuis septembre 2015 jusqu'à mai 2017, on a un secteur auto qui progresse comme le reste du marché. Il y a un changement à partir de l'automne 2017, puisque là, on a une très forte progression de la force relative. Ça veut dire que c'était intelligent de placer ses investissements, son argent, son épargne, sur le secteur automobile, puisque en fait, il est monté beaucoup plus vite que le reste du marché. Le problème,
c'est que cette force relative, elle arrive, elle aussi, sur un niveau de résistance. Et d'ailleurs, quand vous faites des ratios, toutes les techniques du chartisme fonctionnent. Vous pouvez tracer des lignes de tendance, vous pouvez mettre un RSI, il y a des figures, des triangles, des têtes-épaules qui se forment, et tout ce que vous connaissez comme figure chartiste et comme indicateur technique fonctionne sur les forces relatives. Donc, première observation, signal d'alarme, attention, parce qu'on a un secteur automobile qui n'arrive pas à dépasser sa résistance, et on a par ailleurs une force relative qui, elle aussi, est synchro avec le secteur et qui est sous une résistance. La différence, c'est que vous le voyez, le secteur, lui, est en train de faire un pullback, alors que la force relative, on a l'impression qu'elle va dépasser la résistance. Mais attention, pour le moment, elle n'a rien fait. Mais on voit bien qu'il y a toujours de la force. Il y a quand même quelque chose qui me gêne sur ce ratio de force relative, c'est la distance entre le ratio et ses moyennes mobiles. Il est suracheté. Autrement dit, on a peut-être trop surperformé sur le secteur auto et peut-être que cette surperformance va s'estomper. Regardez, on est quand même très loin de cette première moyenne mobile et on est même très loin de la rouge qui est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que le ratio, voilà, peut-être que ce ratio va baisser et qui va retourner sur cette zone de consolidation qui, par ailleurs, regardez, est une zone importante, puisque ici, c'était une zone de support, ça devient une zone de résistance. Donc, c'est tout à fait possible que le ratio du secteur automobile baisse. Qu'est-ce que ça veut dire si le ratio baisse? Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit il y a 5 petites minutes. Ça ne veut pas du tout dire que le secteur automobile va repartir à la baisse. Mais il suffit que le secteur automobile fasse un plat et que le reste du marché monte pour que le ratio baisse. Ou alors, si tous les marchés, tous les secteurs partent à la baisse et que le secteur automobile baisse plus vite que les autres secteurs, alors on aura un ratio qui baisse. Si en revanche, le secteur automobile baisse moins vite que les autres secteurs, on aura un ratio qui continuera de monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un secteur qui est fort et qu'a priori, c'est toujours pertinent d'être positionné sur le secteur auto. Mais attention, on pourrait avoir un petit pullback si effectivement on retourne sur cette zone. Et si c'était le cas, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir un secteur auto qui ne devrait plus faire grand-chose. En synthèse, pour conclure sur ces deux charts, on est sur un secteur qui est à moyen terme fort. 2, on arrive sur un niveau de résistance sur le prix et sur la force relative. 3, sur la force relative, on est un petit peu suracheté, ça veut dire qu'on pourrait baisser. 4, attention, c'est le niveau sur 600 points qui donnerait le retour à la neutralité puisqu'on enfoncerait le support horizontal et l'oblique haussière. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on va aller regarder ce qui se passe sur les différentes valeurs. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Non. D'accord. Alors. On va regarder d'abord le secteur automobile et puis après on reviendra sur le Brent et l'euro-dollar. Alors, sur Peugeot, vous avez à l'écran un chart de moyen terme et on est sur une tendance plate. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun momentum. On a des moyennes mobiles qui sont elles aussi plates. Donc, on est neutre sur Peugeot. Au-dessus de 21 €, on repasserait donc positif. Ça serait donc une confirmation de la tendance. Et sous 17 €, eh bien, on sortirait de cette séquence de neutralité et on passerait baissier. Attention, parce que si on casse 17 € sur Peugeot, ça veut dire que le risque, il est baissier
et c'est de retourner sur 14,53. Quand on regarde Renault, on est également sur une tendance plate depuis septembre 2016. On ne fait plus rien sur Renault, incapacité des opérateurs à payer de manière suffisamment significative pour faire dépasser la résistance à 91 €. Et vous le voyez, on est maintenant sur un risque baissier qui, si on enfonçait plutôt le premier niveau de support à 83 €, le risque, c'est de retourner sur 74 €. Si on casse 74 €, le risque, c'est d'aller sur 66 €. Pour le moment, sur Renault, on est sur une tendance plate et on attend de voir si on enfonce donc ce niveau à 83. Sur Valeo, on est également sur une tendance plate. Ça veut dire que, vous voyez, en France, sur les 3 valeurs phares du secteur auto, alors il y en a d'autres, hein, il y a par exemple Plastique Omnium, il y a Forestia également, en équipementier. En tout cas, sur celle qu'on examine ensemble cette semaine, on voit que sur Valeo, on est également dans une tendance plate. Alors, au-dessus de 68, ça serait positif et ça confirmerait la tendance haussière de moyen terme. Au-dessous de 56, eh bien, cela ouvrirait un risque baissier important puisque le prochain niveau de support, il est autour de 49. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai montré sur le secteur auto. Ben, regardez, je peux vous le remontrer. Vous voyez, le secteur auto, il a atteint un sommet, il est en train de faire un pullback. Et quand on regarde les valeurs, on voit qu'elles aussi ont beaucoup de mal à progresser. Donc, pas beaucoup de upside pour le moment sur le secteur. Quand on regarde Daimler en Allemagne, on voit que sur le long terme, on est dans une tendance plate. En revanche, quand on remonte à juillet 2017, on voit qu'on est dans une tendance haussière, puisqu'on a une première impulsion, un pullback, une deuxième impulsion qui est plus haute que la précédente, mais on n'a pas réussi à sauvegarder cette polarité et on est retourné sur la zone de support. Donc attention, parce que sur Daimler, on a effectivement, alors à long terme, tendance plate, à moyen terme, tendance haussière, mais attention, tendance haussière qui montre des signes de fatigue. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'on est revenu sur le précédent support, donc ça veut dire qu'on ne fait plus des creux qui sont ascendants, mais des creux qui sont équivalents, ce qui montre la montée en puissance de la pression vendeuse et le fait qu'on retourne sur le précédent support et que par ailleurs on a un RSI qui fait une divergence baissière alors que, et en plus elle est belle, hein, parce que le premier sommet est en zone de surachat et le deuxième sommet est clairement sous 70. Donc là, on a une très belle divergence baissière validée par un point plus bas que le creux qui sépare les deux sommets. Donc ça veut dire qu'il y a un risque possible de cassure de ce niveau intermédiaire sur Daimler. Je parle bien d'un risque. S'il était confirmé, alors on retournerait sur 59 € et la tendance haussière de moyen terme depuis l'été dernier serait interrompue et nous repasserions neutre. Laurent, il y a deux personnes qui me demandent quelque chose sur Porsche, en fait, Patrick et Didier. Donc, pose la question, on enchaîne donc Porsche ou pas? C'est quoi la question, Falco? Si on achète Porsche. Alors, PAH3. C'est quoi, Falco? PAH3. PAH3. Ça n'a pas l'air d'un ticker, ça, mais on va regarder. Alors, attendez, on va juste terminer avec BMW, parce qu'on nous l'a demandé également. Donc là, c'est un petit peu pareil que Daimler. Tendance de long terme qui est plate, tendance de moyen terme qui est haussière, échec sur le gap baissier de 2015, on réintègre le range,
c'est pas bon, c'est un piège haussier. Attention, support intermédiaire à 84 €. Si on l'enfonce, le risque, c'est de retourner sur le bas du range à 77,70. Si on casse 77,70, à mon avis, on ne trouvera pas d'acheteur avant 70 €. Donc là aussi, sur BMW, on remarque que les automobiles allemandes sont plus robustes que les automobiles françaises. Je parle de leur cours, bien évidemment, pas de leur qualité industrielle, même si nous savons tous que les autos allemandes sont meilleures que les autos françaises. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, pourquoi techniquement on voit plus de robustesse sur BMW? Parce qu'on voit cette tendance haussière. On voit cette tendance haussière et on ne voit pas du tout de tendance haussière sur Valeo, pas du tout de tendance haussière sur Renault et pas du tout de tendance haussière sur Peugeot. Donc, il y a bien une robustesse supplémentaire à posséder des voitures allemandes, non seulement dans votre garage, mais également dans votre portefeuille. Bon, revenons sur Porsche. Et aussi un autre truc que disait Gérard, en fait, la hausse n'est pas chez les fabricants, elle se trouve chez les sous-traitants, Plastic Omnium Faurecia. Oui, alors Faurecia est très forte. Enfin bon, de toutes les façons, quand on voit Valeo, on voit qu'on est dans une tendance plate. Alors attendez, je vais essayer de taper. Alors qu'est-ce que c'est, Falco, le code de Porsche? Je crois pas Porsche, que ce soit non, mais on a le code l'ISIN, si tu veux. DE, 000, non, non, PAH, non. PAH 3, me dit Didier. Patrick même. Patrick et Didier disent la même chose. Code ISIN, on a tous PAH3. Alors, Laurent. Alors, attends. PAH, attends. c'est le holding. Non, mais attends, j'ai tapé Porsche déjà. Parce que peut-être qu'il va me le trouver. Tous les marchés. Je vais carrément taper Xetra. Non. PAH3. PAH3. Non. On ne peut pas taper ça à droite, là? À droite, non. Ah bon. Alors, on est en hebdo, hein. Eh bien, c'est vous qui allez travailler, puisque c'est vous qui allez demander Porsche. Alors, allez-y. Alors, première question. Tendance de long terme, Falco. Alors, c'est quoi la tendance de long terme, mes amis? Il faut l'écrire maintenant. C'est pas dur, hein? Non. Je vais vous poser que des questions faciles. Ouais. Sur quel côté est-ce qu'on démarre une Porsche? Alors, quelle est la tendance de long terme à partir de septembre 2015? Hausse. Ok. Range, dit Patrick. Non, pas range. Hausse. Didier dit hausse. Hausse. Depuis 2015. Il n'y a que 3 réponses. C'est pas assez, là. Non, il faut que vous participiez plus. Oui. Sinon, on arrête. Loïc, merci. 63, dit Gérard. 63, qui veut plus? Alors. Ah bah c'est bien, 63, voilà. Ok, donc depuis septembre 2015, on est sur un mouvement d'appréciation des cours. Alors attention, hein, vous voyez très bien les deux phases. La première, elle est très molle, c'est toute celle-ci. Et puis la deuxième, c'est ce décollage, exactement, pouf. Donc on est vraiment sur une tendance sur Porsche qui est haussière. Donc Roger, il propose conso jusqu'à la moyenne mobile. Alors, conso jusqu'à la moyenne mobile. Oui, effectivement, c'est un premier indicateur qui nous montre qu'on devrait avoir, alors on va la mettre ici, la moyenne mobile. Allez hop. Ça ne marche pas, pareil. Voilà. Alors attendez, je vais juste la mettre en vert pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, la moyenne mobile, elle passe à 63 environ. C'est un premier niveau. Alors, moi, j'aime bien raisonner, non pas sur des niveaux à proprement parler, mais sur des zones. Parce qu'il n'y a rien de scientifique dans l'évolution des marchés financiers. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, mais 63, 66 a été enfoncé, par conséquent, ma tendance haussière est invalidée. » Non, on va réfléchir en zone. La zone, c'est entre
65 et 60. C'est-à-dire que 65, on a bien vu le rejet du marché, pas n'importe où. Hein. Regardez, je zoome. Vous voyez ici, il y a une résistance qui est dépassée et au centime près, elle devient support. Donc la polarité fonctionne parfaitement. Donc 65,34, c'est le prix qui montre que sur cette zone, les opérateurs sont revenus à l'achat. Mais même si on enfonçait cette zone, pas sur du court terme, mais sur du moyen terme, on pourrait retourner sur 60 sans que ça invalide la tendance haussière. Bien évidemment, si on enfonce 65 et qu'on retourne sur 60, la tendance haussière, elle se prend un petit peu de plomb dans l'aile. C'est pas bon. Mais c'est pas ça qui invalide le mouvement. Si en revanche, on casse 60, et d'ailleurs, regardez, c'est le niveau de ma moyenne mobile à 65 périodes qui fonctionne très bien pour identifier les tendances de moyen terme. Si on casse 60-60 ici, hein, avec la rupture de cette moyenne mobile à 65 périodes et de ce petit support, alors là, pour le coup, on aurait sur Porsche une tendance qui est en train d'évoluer négativement. Ce que tu viens de dire, en fait, était déjà prédit quelques secondes avant par Jacqueline. Donc, félicitations. Elle a dit, si on enfonce le 60,60, on baisse. Exactement. Et c'est Laurent qui disait ça exactement pareil. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout de Jacqueline Falco, parce qu'elle est avec nous depuis le début. Oui, Jacqueline, ça c'est vrai d'ailleurs. Jacqueline, non, je me disais, est-ce qu'elle est aussi à la PD ou pas? Non. Mais la FAT. Jacqueline, elle est là, ça fait à peu près 45 webinaires qu'on fait ensemble, et Jacqueline fait partie des fidèles parmi les fidèles. Ça c'est clair. Et donc ça se voit, elle a bien compris tout ce qu'on raconte ensemble depuis un an. Et ben j'en suis très heureux, Jacqueline, parce que ça veut dire que ça y est, vous commencez. C'est bon. Exactement, vous commencez à bien réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Donc tant qu'on est au-dessus de 60-60, c'est pas génial parce qu'on était à 76 et qu'on passerait à 60, donc il y aurait une vraie dégradation. Mais du point de vue de la tendance de moyen long terme, ça serait pas invalidé. Il prend le souffle. Donc il y a Loïc qui nous dit, moi je préfère les Ferrari, c'est aussi haussier. Oui, il a raison. Alors, voilà, absolument. Et en même temps, il dit, Laurent, toi qui aimes le Bitcoin, analyse. Mais bon, il y a aussi, attention, parce que je ne sais pas Bitcoin si on va faire ça ce soir, il y a aussi, comment il s'est appelé, Pascal qui nous dit, n'oubliez pas Alibaba. Oui, mais attendez, pas de panique. On va tout parce faire. Parce qu'aujourd'hui, on va faire on finit à 7 heures aujourd'hui. Oui, mais on va y arriver. Oui. Bon, donc, vous avez compris. Voilà, donc Porsche, tendance haussière, on est dans une phase de correction. Celle-ci donne des signes d'achèvement, puisqu'on fait un marteau ici qui viendrait a priori conclure le pullback. Attention, si tous les marchés partent à la casse, Porsche sera forcément impacté. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que quand on est dans un secteur fort, et ça je vous le répète depuis encore une fois vraiment longtemps, donc c'est quelque chose que vous devriez avoir compris maintenant. Quand on investit dans un secteur fort et que dans ce secteur fort on choisit une valeur forte, c'est vraiment le cas de Porsche, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle baisse beaucoup moins. Donc c'est vraiment important d'essayer de raisonner en force relative et d'allouer votre argent sur les segments qui sont robustes, parce que quand les marchés baissent, eh ben, ils vont baisser avec tout le reste, mais ils vont baisser beaucoup moins. Falco, on s'arrête là et on continue. Ouais, mais moi, je me posais juste la question sur les voitures allemandes, la BMW, la Daimler, tout ça. Dans les charts, on ne va pas encore à l'arrivée de la voiture électrique, en fait. Ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Non. On ne voit pas, mais Renault, ils sont pas mal positionnés aussi sur la voiture électrique. Ouais. Et pourtant, ils ont des charts beaucoup moins beaux que les voitures allemandes. Hein. Ouais. Donc, non, on ne voit pas encore vraiment l'arrivée des véhicules électriques. Autre chose. On était, Alors, on a fini avec le secteur auto. On avait des questions. Loïc, il continue. Il fallait qu'aussi toute plonge, il faut acheter Beneteau. Au moins, c'est la flotte sur l'eau. Bah, ça, c'est vrai. Alors, il a raison. Ou les gilets de sauvetage, si ça baisse aussi. Alors, c'est Loïc qui dit ça. Oui, c'est Loïc. Oui, mais Loïc, il fait beaucoup de second degré parce que Beneteau, elle est très, très belle. Hein. C'est une marque
française, une entreprise française qui fait des bateaux, et le parcours boursier de Beneteau est juste extraordinaire. Fabuleux. Voilà, donc on continue et nous allons maintenant parler de Forex, mon cher Falco. De Forex. Avec l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar. On a beaucoup parlé des devises la semaine dernière. On a beaucoup parlé du dollar et par voie de conséquence de toutes les devises majeures face au dollar. Alors, je vais vous montrer déjà, parce qu'on a parlé ensemble de l'euro-dollar le 26 janvier sur cette bougie. Et je vous disais que le marché était suracheté et que je m'attendais à une consolidation. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque en fait, l'euro baisse face au dollar. Et on est en train de mettre en place, si toutefois la bougie noire hebdomadaire devait se conclure comme elle apparaît actuellement à l'écran, on est en train d'assister à la formation d'une étoile du soir. Pour tous ceux qui aiment les bougies japonaises, et je vous encourage vraiment à comprendre comment elles se forment et ce qu'elles signifient, eh bien pour ceux qui aiment les bougies japonaises, on a une étoile du soir, et ça c'est typiquement une figure possible de renversement. Alors, jusqu'où l'euro peut baisser? Eh bien, jusqu'à ce niveau, à 1,2070, là encore, on parle de zone entre 1,2070 et 1,1930. Vous connaissez mon décompte héliotiste, puisque ça fait plusieurs fois que je vous le montre, à moyen et à court terme. Donc, on a fait une première vague d'impulsion, une vague 2 de consolidation, une vague 3 de très forte impulsion, une vague 4 de correction, et on est maintenant dans la vague 5. Alors, souvenez-vous de ce que je vous disais la semaine dernière sur le dollar. Je vous disais que je m'attendais à une stabilisation donc, du dollar face aux autres monnaies. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine, mais que je n'excluais pas une dernière petite baisse du dollar avant la fin de ce cycle baissier. Eh bien, ça se retrouve sur l'euro-dollar avec 1, 2, 3. On est en train de faire une 4. Cette 4 pourrait s'arrêter sur 1,2070 et derrière, on pourrait faire une 5 qui irait tester 1,25 ou qui pourrait même aller plus haut, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, nous sommes sur l'euro-dollar à moyen terme sur une tendance qui est haussière, qui est interrompue par une correction intermédiaire qui s'est manifestée donc avec cette étoile du soir. Le pullback peut se faire sur 1,2070, voire un petit peu plus bas, 1,1930, sur cette zone qui est une zone de polarité. L'euro pourrait repartir à la hausse, c'est-à-dire vers le précédent sommet, en tout cas 1,25, voire plus haut, entre 1,26 et 1,28. On passe… Alibaba? Non. Le Brent. On a encore 8 minutes. Oui, on regarde le Brent ensemble, parce que là aussi, on est sur un marché qui est en train de consolider. La tendance de moyen terme, elle est haussière. Le marché n'a pas réussi à dépasser la résistance du sommet de 2015, c'est-à-dire que vous voyez ici, avril 2015, tendance haussière interrompue par une correction intermédiaire. Là, on a également, je zoome pour vous montrer, une figure en chandelier japonais. C'est un avalement baissier qui s'est manifesté la semaine dernière, avalement baissier qui vient, a priori, retourner le mouvement précédent, c'est-à-dire que le risque sur le Brent, c'est de retourner sur la zone des 61 $. Si on retournait sur cette zone à 61 $, ça ne serait pas du tout négatif. On retournerait sur une zone de support à partir de laquelle on pourrait avoir une réaction acheteuse. Voilà, donc on est là aussi sur un marché qui est haussier avec ces deux moyennes mobiles qui sont en hausse, un niveau de retracement à 38%, 38% de toute cette hausse sur 61 $. C'est à la fois une zone de Fibo, c'est également un support technique, c'est aussi une moyenne mobile à 34 périodes. Autrement dit, à n'en pas douter, on devrait avoir un soutien des opérateurs, des acheteurs de contrats sur 61 $ pour une relance du marché haussier. Alors, ce scénario
peut ne pas fonctionner, mais c'est mon scénario central. Je fais une toute petite digression pour que vous compreniez bien l'essence de l'analyse technique. L'analyse technique n'est pas là pour vous permettre de faire des pronostics, mais pour vous permettre de mettre en place des scénarios qui sont construits à partir d'éléments factuels. Vous suivez votre scénario jusqu'à sa réalisation. S'il est invalidé, alors, si c'est un scénario central, ça veut dire que vous en avez forcément un alternatif et vous passez sur votre scénario alternatif. Pour le moment, mon scénario central sur le Brent, c'est une hausse avec un repli sur 61 à 61 $ des acheteurs et on repart tester les 70. Laurent, il y a Isabelle qui nous pose la question. Laurent, s'il vous plaît, l'horizon de temps de votre idée sur l'euro-dollar, en fait. Répète, Falco. Ouais, moi, mon français, ça va pas du tout, en fait. Hein. L'horizon de temps de votre idée sur l'euro-dollar. Parce que tu as fait une analyse sur l'euro-dollar, donc c'est valide pour combien de temps? Alors là, vous avez l'euro-dollar, vous avez 3 ans d'historique et les bougies sont des bougies hebdo. Et en fait, toute la hausse que vous avez depuis 2017, vous la voyez, elle est donc en bougie hebdomadaire. Donc, l'horizon de temps, c'est typiquement, regardez, si on fait un pullback, vous voyez, attendez, je vais… Non, ça ne marche pas. Bon, si on fait un pullback, ça pourrait nous mener à la fin du mois de février. On pourrait avoir une petite conso et repartir. Ça veut dire que on pourrait, si le scénario haussier, qui est mon scénario pour le moment, avec cette 5e vague d'impulsion qui viendrait après la vague 4 actuelle, c'est typiquement quelque chose qui pourrait se réaliser d'ici le mois de mai, par exemple. C'est ça, l'horizon de temps. Super, bon, merci beaucoup. Donc, on fait Alibaba maintenant ou pas? Oui. Parce qu'on a encore 3 minutes. Isabelle dit merci, Laurent. Alors, Alibaba. Alors, sur Alibaba, on est dans une tendance qui est évidemment haussière. Première constatation. Deuxième constatation, nous assistons à la réintégration du trading range qui avait été dépassé à 190 $. Il a été dépassé pendant une semaine et en fait, on a eu des opérateurs qui ont été incapables de maintenir les cours sur cette zone au-dessus de 200 $, puisque la pression vendeuse a été telle que finalement, on a tout de suite réintégré le trading range précédent. Nous sommes maintenant en approche de la zone de support entre 172 $ et 164 $. Et même si la tendance est haussière, ça commence à sentir un petit peu le sapin. Pourquoi? D'abord parce que quand on a un nouveau sommet qui est fait et que tout de suite derrière, on a des opérateurs incapables de maintenir ce nouveau sommet, ça veut dire que c'est un piège. Autrement dit, qu'on a une nouvelle pression baissière qui apparaît. Cette pression baissière va sans doute propulser les cours jusqu'à 164 $ et je ne serais pas étonné de voir à terme le marché enfoncer cette zone de support. Il y a Jacqueline qui nous dit, si on enfonce 164,19, c'est la dégringolade vers 148. Oui. C'est ce que tu voulais dire en fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors, je voulais vous dire autre chose. Laurent, de maintenant, je crois, on va donner ton place à Jacqueline. Ben, en plus, je connais Jacqueline, elle est tout à fait charmante. Donc, il peut y avoir, avant cette rupture de ce niveau entre 172 et 164, un nouveau rebond, vous voyez. Et puis derrière, on baisserait, il y aurait une espèce de formation un petit peu bizarre de tête-épaule, avec une épaule gauche, une tête et puis une épaule droite. Bon, c'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, attention, parce que si on casse à moyen terme 164 $ sur Alibaba, ouais, ça peut décaler beaucoup plus bas, notamment, vous le voyez, cette première moyenne mobile sert de support dynamique en cas de rupture. C'est la deuxième moyenne mobile qui serait un support dynamique et qui serait donc en résonance avec ce petit niveau de support à 148. Donc attention, parce qu'on est sur une tendance, regardez là aussi, on a un RSI qui baisse,
On a un RSI qui a été dans l'incapacité, malgré ce nouveau sommet, de dépasser la zone à 70, zone de surachat. Ça nous montre qu'il y a vraiment une dégradation du momentum, c'est-à-dire une dégradation de la vitesse, autrement dit, la possibilité de voir les vendeurs qui prennent la main sur le marché et qui vont maintenant mener les échanges et peut-être faire casser cette zone de support. Bon, il est 19 h. Il y a deux questions de Uber que je voulais encore évoquer vite fait. Donc, c'est une question sur Sanofi, le titre baisse. Je voudrais savoir si Laurent a le temps de reprendre. Les volumes sont énormes. Je voudrais savoir pourquoi. Donc, sa question, c'est aussi sur le fait comment on peut avoir des gros volumes sur une valeur qui baisse. Alors, attendez, non, c'est pas ça. On va chercher Sanofi. Alors, bon, Sanofi, on en a beaucoup parlé ensemble. Qui a le code pour Sanofi? C'est San. C'est San. Mais en fait, la connexion est lente ici, je ne sais pas pourquoi. Ah bah, je suis désolé. C'est pas ça. Bon, on va attendre, on va attendre 2 minutes. On va attendre que ça apparaisse. Mais ça mouline un petit peu. Bon, sinon, attendez, je peux faire autre chose. Voilà Sanofi. Alors, sur Sanofi, rappelez-vous, on a eu ce petit gap baissier, il y a eu un petit rebond et je vous disais à l'époque, attention parce que le secteur pharma est faible en Europe et je ne recommande pas du tout d'achat sur Sanofi. Eh bien, c'était un bon conseil puisque finalement, ça a rebondi 4 jours. Ça n'a pas du tout dépassé le premier niveau de résistance qu'on avait identifié ensemble et c'est reparti de manière très, très violente à la baisse. Bon, bah, toujours baissier sur Sanofi, il n'y a rien à dire. On va peut-être dézoomer un peu pour voir si on est sur des niveaux importants. Eh ben, on a cassé une zone de support très importante entre 67 et 68. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée d'en posséder. Regardez ce qu'on disait à l'époque sur Sanofi. Pas de figure de retournement, pas de construction d'accumulation, des moyennes mobiles qui sont baissières, un RSI qui est faible, aucune divergence. Risque, c'est d'aller sur 66. Eh ben, on est à 65,30. Et je vous disais, la moyenne mobile 43 en résistance dynamique, gap en résistance, faible rebond technique, secteur faible. Ça voulait simplement dire qu'il fallait soit sortir, si vous en possédez, sur le rebond, soit surtout se tenir éloigné de cette valeur qui a l'air bien malade. Bon, merci. Sans jeu de mots. Je ne sais pas si Jacqueline… Oui, c'est ce que je me dis. Jacqueline est en train d'écrire, voilà, pourra-t-on regarder la prochaine fois le secteur comprenant Air Liquide? Eh bien, avec plaisir. Alors, c'est le secteur industriel, on regardera ensemble. Donc, voilà. Et Hubert dit bon, merci beaucoup. Et merci pour la question. Et une dernière question, c'est Alain qui nous a posé cette question au tout début de cette émission. C'est toujours 5800 targets, chers amis, dans le CAC. Pour finir, parce qu'il est déjà maintenant 19h03. Alors. Ouais, long terme à mon avis, 5800 maintenant. 5800. Ouais. Alors. Parce que je crois que tu avais dit ça une fois, il y a quelques semaines, 5800. Oui. Alors, écoutez, c'est un petit peu tard maintenant pour parler de ça. Mais je vais quand même vous répondre en 60 secondes, montre en main. On est en train d'assister à une correction sur les marchés. Mon scénario, c'est que cette correction fait du bien. Elle ne me fait pas peur pour le moment. On retourne sur un fonctionnement normal de marché. Il faut que le marché baisse pour qu'il puisse remonter derrière. Donc, pour le moment, j'ai toujours un scénario haussier sur les indices, même si on peut avoir une année erratique, compliquée. Peut-être qu'on va baisser au premier trimestre, remonter au second. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais a priori, pour le moment, ce scénario sur 5800 points,
je le conserve. Si effectivement, il y a beaucoup plus de dommages techniques dans les prochaines semaines qui nous montrent qu'effectivement, on a une zone de support à 5000, regardez, si cette zone ici, elle est totalement pulvérisée et qu'on retourne sur les 4725, bon, alors effectivement, il faudra revoir le scénario. Mais pour le moment, je pense qu'il faut garder la tête froide. Il ne faut pas penser que l'année est foutue pour les actions. On n'est que au début du mois de février, on est le 8, donc on a encore du temps devant nous. Donc je pense que ça peut baisser à court terme, mais qu'on a le temps de voir pour effectivement repasser acheteur sur des niveaux plus bas. Voilà ce que je pense. Et je peux me tromper parce qu'encore une fois, vous le savez bien, je ne suis pas devin. Donc, c'est le scénario qui, pour le moment, est le mien. Et puis, on verra bien si mon scénario est invalidé, eh ben, on ajustera. Mais en tout cas, pour le moment, je pense qu'on devrait avoir une année sur les equities qui devrait donner la préférence sur cette classe d'actifs et pas sur les obligations. Certainement pas. Parfait, merci beaucoup Laurent. Donc tout le monde est content. Quand je vois les commentaires surtout, je vous invite pour toutes d'autres sous-jacents ou actions que vous voulez regarder ou laisser regarder par Laurent ensemble, de me faire un petit email comme d'habitude. Aussi Ruby dédié à demander Ruby. Donc, s'il vous plaît, faites-nous un email, comme ça on regarde ça la semaine prochaine, tout ensemble comme d'habitude à 18h jeudi soir avec Laurent Albi. Merci Falco. Merci à tous. Merci pour vos questions. Exactement. Très... Bon week-end à tous. Exactement. Et à jeudi prochain. Soyez prudents, s'il vous plaît. Hein, oui. À la fois avec la météo et les marchés. Ah, exactement, oui. C'est vrai, exactement. Bon, allez, à bientôt. Bonne soirée.